Bonjour tout le monde. Donc oui, merci d'être là en si grand nombre. Je suis Martha Boni, professeure agrégée au département d'histoire de l'art et de cinéma et je m'occupe plus spécifiquement de télévision. Donc c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir la proposition de Julie de co-animer cette séance et pour comprendre un peu plus par rapport à Netflix. Donc, Merci Martha d'avoir accepté mon invitation. Je m'appelle Julie Ravary-Pilon. Je suis chargée de cours ici à l'université. J'enseigne le cinéma québécois. Et puis, je remercie Stéphane Cardin d'avoir accepté notre invitation à venir répondre à nos questions variées en cinéma, télé, en politique, un petit peu. Donc, peut-être juste présenter Stéphane rapidement. Donc, Stéphane Cardin est directeur des politiques publiques de Netflix Canada depuis septembre 2018. Donc, ça fait 1 an exactement que vous êtes en poste. D'ailleurs, ça fait exactement 1 an aujourd'hui. Alors, je célèbre mon premier anniversaire avec vous. Donc, avant de travailler chez Netflix, tu as occupé le poste de vice-président des affaires publiques et des relations avec l'industrie du Fonds des médias du Canada durant 8 ans. Tu as une formation en commerce de l'Université McGill et un diplôme d'études supérieures en communication de l'Université Concordia. Voilà. Si ma lecture du LinkedIn est bon. C'est ça. Donc, j'aurais posé une première question par rapport à ton parcours professionnel, parce qu'on t'avait déjà eu comme invité ici en 2014 quand tu étais au Fonds de médias. Et est-ce que tu peux donner juste un tout petit peu un aperçu de comment ton parcours s'inscrit dans ce virage numérique des médias au Canada, au Québec plus en particulier? Oui. Premièrement, le premier endroit où j'ai bossé, c'est à SODEC. Pendant de nombreuses années aussi, où j'ai collaboré avec mes collègues au ministère de la Culture et des Finances à mettre sur pied plusieurs des mesures fiscales pour les industries culturelles. Quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'une seule en cinéma et en télévision. Et ceux qui sont bons en recherche vont pouvoir vite trouver mon âge vénérable parce qu'ensuite, quand j'ai été là, on a mis en place les crédits d'impôt pour le doublage, pour les productions étrangères, pour la production de disques, de spectacles, d'éditions de livres, etc. Donc, un modèle qui, par la suite, a été émulé pas mal partout ailleurs au Canada. Et en 2006, je suis passé de la SODEC au Fonds canadien de télévision à l'époque. Donc, comme vice-président, Valérie Creighton, qui est toujours la PDG, qui m'a recruté pour ce poste. Et en 2009-2010, le mandat du Fonds a été modifié pour devenir le Fonds des médias du Canada. Et c'est là, effectivement, qu'on s'est impliqué dans le financement de contenus, d'une part multiplateforme, mais aussi de contenus qui étaient destinés directement aux plateformes numériques, que ce soit des contenus interactifs comme des jeux vidéo ou des contenus immersifs, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et d'ailleurs, Netflix, on pourra en parler, on commence un petit peu à jouer dans ces terrains-là. Mais voilà, il y a 1 an, Netflix m'a approché et je n'ai pas hésité. Pour moi, on pourra en parler plus longuement, mais ça s'inscrit dans cette volonté de faire rayonner davantage la création québécoise et la création canadienne. Et moi, personnellement, je suis convaincu que Netflix et d'autres plateformes numériques peuvent être un vecteur important à cette fin-là. Justement, en fait, l'entente de Netflix annoncée en 2017 avec les stratégies de développement de production, votre arrivée à Netflix s'inscrit directement là-dedans, en fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu, peut-être décrire, en fait, cette entente-là de 2017? Oui, ça va me faire plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et qui continuent d'être écrites à ce jour par rapport à cette entente qui ne sont pas tout à fait exactes. Essentiellement, il y a une loi au Canada qui s'appelle la Loi sur Investissement Canada. Et lorsqu'une entreprise non canadienne veut s'établir au Canada et être en mesure d'embaucher du personnel directement, il y a un processus au sein du ministère du Patrimoine canadien de révision. Et il faut faire une offre au gouvernement canadien, ce que nous avons fait. Mais cette entente-là a été annoncée par la ministre Joly, à l'époque,
en même temps que son programme Canada créatif. Et c'est là qu'il y a certaines amalgames qui ont été faites à l'effet que cette entente-là avait été une négociation en vertu de laquelle Netflix avait obtenu certains avantages ou certains passe-droits, comme par exemple de ne pas payer d'impôts ou de ne pas collecter et de remettre des taxes de vente, ce qui n'est pas le cas. C'était vraiment une négociation complètement distincte. Et nous, ben, ce à quoi on s'est engagé, je pense que la plupart des gens le savent, c'est d'une part de dépenser un minimum de 500 millions de dollars sur 5 ans sur des productions au Canada, et d'autre part, une enveloppe de 25 millions, toujours sur 5 ans, pour des partenariats pour développer de nouveaux talents créatifs canadiens. Et ce qu'on a fait maintenant, on est rendu à peu près une quinzaine de partenariats, soit avec certains festivals, soit avec certaines écoles de formation, comme l'École nationale de l'humour ou l'INIS. Et voilà, on pourra en parler davantage. Donc, annoncé en septembre 2017, et dans 10 jours, ce sera le deuxième anniversaire. Le deuxième anniversaire. Voilà. Bien justement, on parlait, c'est sûr que je pense que c'est une question brûlante, surtout en période d'élection fédérale. Donc, peut-être juste rappeler des faits, encore une fois, juste parce qu'on est dans un contexte universitaire aussi. C'est pas nécessairement tout le monde qui sont spécialisés. Moi, d'ailleurs, j'ai écrit mon contexte pour utiliser les bons termes à cet effet-là. Donc, la perception des taxes à la consommation. En mars 2018, le Québec a légiféré de manière à ce que Netflix perçoive la taxe des ventes du Québec sur les abonnements au Québec. À ce jour, Ottawa ne force toujours pas Netflix à percevoir la TPS sur ses abonnements canadiens. Plusieurs fiscalistes estiment qu'une telle taxe s'élèverait aux environs de 100 millions de dollars par an. J'imagine que, je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus, mais les élections fédérales à nos portes, on imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions à cet effet-là. Beaucoup d'encre vont encore couler sur ces questions-là. Quelle est la position actuelle de Netflix Canada par rapport à cette question de perception de taxes au fédéral? On se conforme aux lois et aux règlements dans les territoires dans lesquels on opère. Donc, c'est non seulement au Québec qu'on collecte et qu'on remet la taxe de vente, on le fait aussi en Saskatchewan. Si le gouvernement fédéral nous demande de le faire, on va le faire immédiatement. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Je vais reprendre ma question. Oui, ma question était donc concernant la dimension d'acteur industriel de Netflix à l'ère du numérique. Et j'ai deux questions sur deux volets. D'abord, dans l'écosystème médiatique nord-américain et plus en particulier au Canada, on a plusieurs compétiteurs d'acteurs du streaming, donc les nouvelles plateformes qui sont aussi Amazon, qui sont HBO avec ses nouvelles propositions qui vont bientôt arriver, HBO Max aux États-Unis. Je ne pense pas du tout au Canada, je sais pas encore. Pas encore, mais il y a quand même Crave ici, Disney Plus qui va arriver en novembre. Quelle est la place de Netflix là-dedans? Comment est-ce qu'on négocie à la fois les achats des titres disponibles, la production originale? Est-ce que tu peux nous donner une idée du panorama aussi, parce que c'est un panorama qui évolue tout le temps. Oui, donc, tout à fait. Comment est-ce que ça fonctionne? Évidemment, le paysage audiovisuel, l'industrie évolue de plus en plus rapidement, et c'est vraiment une industrie qui est tout à fait là, mondialisée maintenant. Je dirais que pour nous, premièrement, et vous avez sans doute, certains d'entre vous peut-être entendu ou lu notre PDG Reed Hastings répéter qu'en ce qui nous concerne, on regarde vraiment la compétition de façon globale. Alors, on se positionne comme étant un service de divertissement. Et donc, quand on parle, nous, de compétition, on ne se limite pas uniquement aux autres joueurs plus semblables à nous, comme justement Crave ou Disney+. Mais vraiment, on regarde tout le temps de divertissement disponible à certains individus et comment ils choisissent de le passer, ce temps-là. Donc, on considère qu'on compétitionne autant avec
des jeux vidéo comme Fortnite, qu'avec YouTube, qu'avec les chaînes généralistes traditionnelles, que les autres plateformes de streaming. Et en ce qui nous concerne, l'important, c'est de continuer à offrir la meilleure expérience possible à nos membres, je dirais autant de par un catalogue de contenus diversifié que par une expérience utilisateur qui est agréable, qui est facile de navigation pour les gens. Et je pense que c'est comme ça qu'on veut continuer à se distinguer par rapport aux compétiteurs. Donc une question d'ergonomie aussi de la plateforme qui permet en certains... C'est sûr pour nous qu'on parle souvent de la somme de nos investissements en contenu, mais je peux vous dire que les sommes de nos investissements justement en technologie et en amélioration continue de la plateforme, que ce soit en termes des interfaces sur les différents types d'écrans, que ce soit en termes de doublage, de traduction, de sous-titrage dans de multiples langues pour que l'expérience soit la plus agréable possible pour tous nos membres, peu importe où ils sont, parce qu'on est rendu maintenant dans plus de 190 territoires avec à peu près 155 millions de membres. Bien sûr. C'est intéressant la question de l'étiquette qu'on utilise. Tu as parlé de divertissement, pas nécessairement de télé ou de cinéma. Donc la question médiatique se pose aussi avec toute la porosité des jeux vidéo et de l'interactivité. Des exemples comme Bandersnatch prouvent qu'on tente des alternatives à de la télé de flux traditionnel ou streaming. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce sens où le spectateur serait aussi un joueur? Ben oui, absolument. En termes de contenu interactif, Bandersnatch a été le premier. Ça a été un succès, je pense, qui a même dépassé nos propres attentes. Il y en a eu d'autres. Il y a des projets interactifs pour enfants. Il y a un projet qui est un peu plus là, de type télé-réalité avec un animateur qui est un ancien des forces élites britanniques qui s'appelle Bear Grylls, qui est aussi un projet interactif. Et je sais que nos collègues planchent sur d'autres. Et je dirais même du côté du jeu vidéo. On a fait certaines annonces au dernier E3 au mois de juin, le salon E3 en Californie, qui est un des plus grands salons de jeux vidéo. Et pour le moment, on commence dans ce secteur essentiellement en accordant des licences sur certaines de nos propriétés intellectuelles à des développeurs de jeux vidéo indépendants. Mais qui sait ce que l'avenir réserve, mais on va regarder les résultats de ces premières expériences et on avisera parce que je pense que c'est dans une perspective de volonté de croissance, on ne peut pas ignorer ce bassin important de joueurs de jeux vidéo. Je pense que je n'ai pas les chiffres en tête, mais le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo est comparable ou même supérieur à celui de la production cinématographique et télévisuelle, en tout cas aux États-Unis du moins. Donc la plateforme Netflix pourrait changer radicalement ou alors intégrer des... Continuer à évoluer, je dirais. Continuer à évoluer. Ouais. Donc on parlait des publics. Évidemment, une des questions à laquelle tout le monde voudrait trouver une réponse, c'est comment est-ce qu'on se rend compte des usages des publics? On sait que Netflix ne donne jamais de chiffres sur les utilisations, sur les visionnements, sur le fonctionnement. C'est en train de changer un peu, OK. Ma question était justement, quelles précautions, quelles réglementations lorsqu'on parle de big data, lorsqu'on parle d'algorithmes? Donc, c'est évidemment des questions qui sont commerciales, mais qui sont aussi institutionnelles et politiques, clairement, qui vont toucher à la responsabilité de l'individu par rapport au divertissement, mais aussi à la responsabilité de la plateforme par rapport à des citoyens. Donc, je me posais la question si, dans ce cadre où ces questions-là deviennent de plus en plus importantes,
Il y a des réflexions éthiques aussi là-dedans ou... Bien, je vous dirais, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Là. Premièrement, moi, je vais en profiter pour réitérer que, parce que souvent, nous intègre dans l'acronyme des GAFA, mais on considère, nous, qu'on se distingue tout à fait de Facebook ou YouTube ou d'autres, en ce sens que nous, notre modèle d'affaires, il est simple. On vend des abonnements. Point. Et tout ce qu'on demande, c'est un nom, votre nom et votre numéro de carte de crédit. On ne détient aucun autre renseignement personnel sur vous. On ne vend aucune publicité et donc on ne vend aucun renseignement personnel à des tiers. Donc ça, c'est déjà, là, je pense, une distinction assez fondamentale dont il faut se souvenir. Pour revenir plus particulièrement à votre question relative aux données de visionnement, comme je vous disais, cette question, comme d'autres, on y viendra plus tard dans votre liste de questions au Festival de cinéma, sont des questions où notre réflexion continue à évoluer. Faut se souvenir que quand même, dans le temps, Netflix, en 2007 encore, était une compagnie qui envoyait des DVD par la poste, qui a commencé à faire de la production originale seulement en 2013. Donc, c'est une évolution assez rapide. Et je dirais qu'au niveau de ces questions-là d'auditoire, on a commencé dans certains territoires, par exemple au Royaume-Uni, où on rend disponible maintenant des top 10. Depuis, je pense que ça fait à peu près 3 mois qu'on fait ça. Et aussi, non seulement avec je dirais d'abord et avant tout avec nos partenaires créateurs, scénaristes et réalisateurs qui veulent avoir une meilleure idée de comment leur film performe. Donc, on commence à partager cette information-là. C'est pour ça que vous avez pu voir, par exemple, là, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais à l'époque, lorsque Bird Box est sorti, on avait donné des chiffres. On les a refaits récemment avec le film Murder Mystery qui a été tourné à Montréal, où je pense qu'il y a eu... Citez-moi pas, là, ou j'irai revoir le chiffre par la suite, mais je pense que c'était quelque chose comme 40 millions de visionnements de Murder Mystery dans son premier week-end. Alors, les chiffres commencent à... Parce que c'est surtout un enjeu aussi peut-être pour les cultures nationales, au sens où peut-être Bird Box, oui, c'est important de connaître ces chiffres-là, mais par exemple, je pense de souvenir encore une fois, il me semble que c'est Michelle Allen qui parlait qu'elle n'avait pas eu ces chiffres pour sa série de télé, si je me souviens bien, lors d'une conférence sur les changements des lois de la radiodiffusion au HEC au printemps dernier. Puis elle parlait, en fait, c'est très important pour eux par la suite pour inscrire leur portfolio dans une continuité, parler de comment leur série fonctionne après ça pour les ventes à l'étranger. Donc, je me demande en fait si on devrait peut-être pas mettre l'accent justement sur dévoiler ces chiffres-là dans des cultures qui sont peut-être des cultures cinématographiques et télévisuelles qui sont peut-être plus mineures que les gros joueurs comme Bird Box qui, on imagine, est votre film qui a eu le plus grand nombre de visionnements. Donc, je me demande s'il y a aussi une intention à ce niveau-là de dévoiler pour ces cultures nationales-là qui sont pas nécessairement des productions Netflix non plus, mais que ça va avoir un gros impact par la suite pour la diffusion ou la création de leur série. Dans ce cas-là, lorsqu'on a fait des acquisitions de catalogues et qu'on a pris des licences sur des contenus, c'est ça. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on fait... C'est pas qu'on n'en fait plus du tout, mais on met de plus en plus d'emphase sur les productions originales. Mais comme je vous disais, cette conversation-là, elle évolue et je suis convaincu, justement, on va en parler tout à l'heure aussi, jusqu'au déclin, quand le film va sortir, Patrice Laliberté, l'équipe de production vont vouloir savoir quels ont été les chiffres. Et je pense que nous-mêmes, quand on compare... aux recettes guichets en salle au Québec. Moi-même, je pense que ce serait intéressant de pouvoir partager ces données-là. Donc, ce n'est pas un engagement que je prends aujourd'hui parce que cette décision, elle ne m'incombe pas. Mais comme je vous dis,
Donc, c'est l'intention. c'est des discussions qui évoluent Parfait. et je pense que c'est une tendance Parfait. qui va se poursuivre. Parce que nous aussi, les universitaires, on aime beaucoup ça, les chiffres. Ah, ben, tout le monde aime les chiffres. Tout le monde aime les chiffres. C'est juste qu'il faut aussi comprendre que lorsqu'on est dans 190 territoires, comme je vous le disais Oui. tout à l'heure, ça Oui. crée des surenchères. C'est comme quand on nous demande constamment de dire quel est le chiffre précis de notre valeur de production au Canada. Nous, ce qu'on dit constamment, et ça demeure le cas, c'est que le Canada est notre deuxième, selon l'année, deuxième ou troisième territoire de production au monde. Alors, les États-Unis en premier, ensuite, c'est le Royaume-Uni ou le Canada, OK. ce qui est pas peu dire. C'est vraiment une situation tout à fait enviable. Mais si on commence à donner les montants exacts, ça crée des surenchères entre les différents territoires. Et au Canada, même chose. On va nous demander bien, combien au Québec, combien à Toronto, combien à Vancouver, etc., etc. C'est un petit peu ça, un des enjeux. Clairement, oui. Donc, une certaine opacité par rapport à l'entrée en salle, mesurable d'une façon beaucoup plus directe. Mais justement, Netflix se mesure aussi avec le cinéma en salle. Et c'est une des questions qu'on avait préparées, qu'on nous pose toujours, notamment dans le cadre d'enseignement de cinéma. Tout ce qui a été, par exemple, les controverses de Netflix à Cannes, la présence de Netflix dans les festivals de cinéma aux Oscars, le phénomène de Roma notamment, qui donc a généré énormément de réponses, de controverses, et aussi au niveau local, le cinéma moderne qui choisit donc de le diffuser, qui obtient donc l'exclusivité pour le Québec ou qui arrive à négocier. Non, il y a eu d'autres diffusions aussi. Ouais. Mais donc voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'était justement comment est-ce qu'on négocie ces multiples modes de visionnement et quelle est, voilà, dire un peu plus sur cette stratégie de Netflix qui est quand même... Est-ce que ça va avancer, aller plus loin encore dans là, cette idée? ça, Parce qu'on avait lu aussi dans certains projets de Netflix qui achèteraient des salles de cinéma. Je ne sais plus si c'est une légende métropolitaine ou si c'est un vrai. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant d'un projet d'acquisition c'était de salles au Canada. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut penser comme compatible finalement, donc en visionnement, en streaming et la vision en salle? Je pense qu'on a acheté une salle à Los Angeles, là. Il me semble avoir vu ça dans des documents internes il y a quelques mois. Mais au Canada, je ne suis pas au courant de ça du tout. Je pense que c'était encore une fois, comme je le disais, c'est un autre dossier où les choses évoluent. C'est sûr que, disons, autant qu'en termes des règlements de l'Académie en ce qui concerne les Oscars, que les règlements de certains festivals de films de Cannes, entre autres, ben oui, les controverses ou les différents points de vue, je devrais dire, ont longuement été exposés dans différents articles. Nous, on vient d'avoir une très belle performance à la Venise, à la Mostra à Venise encore. J'étais à TIFF il y a quelques semaines où un de nos films, Marriage Story, a fini deuxième pour le prix du public. On avait plusieurs films en compétition là. Il est vrai que pour nous, c'est sûr que tant que les règlements pour justement les Oscars vont nécessiter un minimum de sorties en salle, évidemment, on va continuer à se conformer à ça. Et au Canada, toujours en fonctionnant par l'entremise de distributeurs canadiens parce que la loi l'exige. Mais là où je pense, c'est qu'on risque de commencer à en faire de plus en plus. Jusqu'à quelle étendue, je ne le sais pas. Et est-ce qu'on va se retrouver dans les grandes chaînes, dans les mégaplex? Probablement pas. Mais via des réseaux de salles indépendantes, je pense que cette tendance-là va s'accentuer certainement. Et est-ce que c'est à lire en contrepoint à une pratique où j'allume mon ordinateur et je choisis mon titre sur Netflix, comme une réponse en réaction ou est-ce que c'est vraiment complémentaire ou est-ce que Je pense que c'est vraiment dans une vision de complémentarité.
il y a différents points de vue sur cette question. Mais je pense que la position de départ de Netflix, d'être relativement inflexible par rapport à ça, qu'on soit d'accord ou non, ça revient à notre modèle d'affaires, qui est de vendre des abonnements à des membres. Et c'est là où l'argument était que c'était difficile, particulièrement dans des territoires comme la France où la chronologie des médias est très, très longue, de dire à nos membres, vous avez financé ce film, parce que c'est uniquement à partir des revenus de membership que l'on peut payer pour la production de longs métrages et de séries, et de dire à ces gens-là, mais par ailleurs, vous allez devoir attendre pendant 3 ans avant de le voir, que d'autres gens qui ne sont pas membres le voient avant vous. Alors, on essaie de trouver un terrain d'entente raisonnable. Forcément, on doit constater qu'on n'y est pas encore arrivé à la satisfaction de tous, mais je continue à croire que les positions vont évoluer de part et d'autre. Parfait. Anne, on a-tu le visuel de Jusqu'au déclin? On avait pris une photo de production. OK. Je vais dire, si vous avez réussi à voir la bande-annonce avant moi, je vais être super content. Non. Le cinéma québécois m'intéresse beaucoup, comme certainement plusieurs personnes ici. Peut-être, ce que vous pouvez nous dire, peut-être en entrée, tu m'as dit que tu ne pouvais pas trop en dire, justement, parce que la bande-annonce n'était pas sortie et tout ça. On a annoncé, Jusqu'au déclin, c'est un film qui va prendre l'affiche en 2020. Hiver 2020. Hiver 2020. Mm-hmm. Réalisation de Patrice Laliberté. Oui. On le décrit comme un thriller nordique. Exact. J'aimerais ça savoir un peu, à quel niveau tu étais impliqué aussi de ce que tu sais un peu là-dedans. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi aller vers un thriller nordique au niveau des enjeux de représentation? On sent que c'est un film très, très québécois. Je l'utilise avec des guillemets, qui utilise peut-être pas des stéréotypes d'identité, mais du moins qui joue avec les enjeux d'une représentation de la nordicité, par exemple, et tout ça. Premièrement, pourquoi un film de genre pour le premier film québécois? Puis aussi, est-ce que l'aspect de la nordicité était très important? Cet aspect-là était très important dans votre choix, parce qu'il y a quand même eu un choix au scénario, à la réalisation. Je vais essayer de vous donner certains éléments de réponse, sachant que moi, je ne suis pas un décideur au niveau du contenu chez Netflix. Ça doit être une job super le fun. Des fois, je pense que ça me tente très bien de faire ça. Mais je n'ai pas été impliqué dans la décision de soutenir ce film-là. Ça s'est fait même avant mon entrée en poste. C'est un résultat direct des journées de pitch que Netflix a fait en mai 2018 à Montréal, lorsqu'il y a un certain nombre de nos décideurs de contenu qui sont vus. OK. Et la décision a été prise parce que quelqu'un a aimé ce scénario-là. Je ne pense pas qu'il y a eu une analyse plus poussée que ça, de dire par rapport à ce sera notre premier film québécois, donc comment se positionne-t-il par rapport à la cinématographie nationale? Je pense que même Patrice, si vous lui posiez cette question-là, je pense qu'il sentirait peut-être un certain poids sur ses épaules. Film de genre, parce que les films de genre performent bien chez Netflix. OK. Est-ce qu'on a choisi quelque chose qui mettait en valeur la nordicité du Québec parce qu'on a... Identifiable à l'international aussi, peut-être, un peu? Je ne pense pas, pour avoir eu des discussions avec celle qui a donné le feu vert pour ce film-là, que ça a fait partie du processus décisionnel. Mais cela étant dit, je suis heureux que ce soit le cas parce que, en quelque part, et c'est une discussion qu'on a avec nos partenaires de l'écosystème québécois, donc entre autres les diffuseurs ici, c'est qu'on parle depuis de nombreuses années de la difficulté à faire augmenter les budgets de production des séries québécoises et que ça limite leur compétitivité à l'international. Même que les budgets moyens sont même encore légèrement en décroissance. Alors,
en quelque part, c'est là qu'on voit que nous, Netflix, en travaillant de concert avec les diffuseurs traditionnels ici, qu'ils soient le diffuseur public ou les diffuseurs privés, c'est que si on travaille ensemble, qu'on puisse apporter des moyens de production plus considérables et, encore une fois, se permettre de faire davantage de films qui sont tournés soit en hiver ou loin à l'extérieur de la région de Montréal et qu'on puisse exploiter notre territoire de la même façon que d'autres cinématographies l'ont fait avec de bons résultats. Là. Donc, celui-ci, comme je vous dis, est-ce que ça a vraiment fait partie, cet aspect nordique du processus décisionnel? Je ne sais pas. Ça a peut-être contribué à ce que notre exec de contenu trouve la chose originale. Mais c'était surtout sur la qualité du scénario et le fait que les films de genre, compte tenu de notre public cible, c'est sûr que c'est très varié chez Netflix, mais on s'entend que notre cœur de cible, démographiquement, est pas mal plus jeune que celui, disons, encore une fois, des diffuseurs généralistes et que les films de genre fonctionnent bien. Donc, celui-ci, ce que je peux vous dire, c'est j'ai eu la chance d'aller sur le plateau de tournage. J'étais dans le coin de Lantier, donc entre Sainte-Agathe et Saint-Donat. Équipe, donc c'est une création 100% québécoise. Toute la distribution est québécoise et l'équipe de tournage 100% aussi. Et j'ai très, très, très hâte de voir la bande-annonce. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu aussi de comment ce film-là a été financé? En fait, est-ce que vous êtes au... J'ai pas dans mes notes exactement l'appareillage financier. C'est nous qui l'avons financé. Complètement? Oui. D'accord. Donc, évidemment, là, dans tous les territoires, lorsqu'il y a des mesures fiscales qui sont disponibles, comme n'importe quel autre producteur, on va s'en prévaloir. Mais sinon, c'est uniquement en dehors des crédits d'impôt, c'est financé à 100 par Netflix. Ouais. Puis est-ce qu'on pourrait imaginer une diffusion de ce film-là au cinéma moderne, par exemple? Oh, j'imagine. Oui. Si Roxane veut m'appeler, on pourra en discuter. D'accord. D'accord. Je continuerai sur une question de la découverte. Je pense qu'avant qu'ils se rendent au cinéma moderne, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils sortent dans un festival au Québec. Ça. Ah, d'accord. D'accord. C'est correct, Frédéric, je me suis rattrapé. Découvrabilité du contenu québécois. On a fait une petite recherche rapide. Elle serait rapide, oui. Oui. On est allé chercher quelques chiffres, en fait, en date de mardi dernier, là, exactement il y a une semaine. Donc, vous pouvez faire cette recherche-là aussi si vous êtes abonné à Netflix. Oui. Juste quelques chiffres, en fait. En ce moment, il n'y a pas de série dans Canadian TV. On n'a pas de série francophone ni québécoise en ce moment qui sont disponibles. Bon, quand même, il y a eu Vertige, il y a eu Série Noire aussi qui ont eu quelque temps. Il faut quand même le souligner, mais en ce moment, on n'en a pas. Le Clan. Oui. Ouais. Si vous regardez dans notre mémoire qu'on a remis au comité d'experts chargé de la révision de la loi sur la radiodiffusion, la loi sur les télécommunications, on les mentionnait toutes. Okay. Et effectivement, compte tenu que ça, c'est des ententes de licence, donc on achète des catalogues pour des territoires donnés, pour une durée donnée. En ce moment, cette liste est quasiment amputée de moitié. Alors, il y en a très peu en ce moment. Okay. Il y a des longs métrages, évidemment, Monsieur Lazare, Incendie, Bon Cop, Bad Cop, mais je suis le premier à le dire, là, la liste est courte. OK, La liste est courte. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, on met de plus en plus d'emphase sur les originaux plutôt que d'acquérir des contenus existants. Mais on continue à le faire. Par exemple, on a acheté, il y a quelques mois, il y avait aussi j'ai oublié, mais les affamés, mais qu'on ne pouvait pas avoir ici, mais qui étaient disponibles dans tous les autres territoires à l'extérieur du Québec. Il y a quelques mois, on a acheté le documentaire de Jean-Simon Chartier, Jouer dur, Playing Hard, sur la création d'un jeu vidéo dont le nom m'échappe. Je ne pense pas que c'était Assassin's Creed, mais un autre.
chez Ubisoft. Donc, pardon? Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, on continue à en faire, mais on met vraiment l'emphase sur les originaux. Et là, ben, si on parle d'originaux, on en a fait en humour. Humoriste du Monde qui est sorti en janvier dernier. Le spécial de Martin Matt va sortir dans les semaines qui suivent. C'est incessamment. Et ben, moi, je ne suis pas en mesure de vous faire des scoops aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'on va annoncer très bientôt notre première série de fiction francophone québécoise. Mais je ne vous la nommerai pas, même sous torture. Est-ce qu'on peut s'attendre à une série de genre? Ah non, je même pas n'entre rien pas du dans tout. ce jeu-là, D'accord, parce d'accord. qu'on va y arriver assez D'accord. rapidement. Mais on va oui. l'annoncer bientôt et il y a des discussions qui sont en cours. J'ai oublié aussi en termes de long métrage, en plus de Jusqu'au déclin, on s'entend, c'est une coproduction minoritaire canadienne, québécoise, mais quand même, il y a le prochain film de Jane Campion, Power of the Dog, qui est coproduit par Roger Frappier, Max Film. Donc, il y a d'autres discussions en cours pour d'autres longs métrages et des discussions en cours pour d'autres séries. Et je vous dirais, à ce niveau-là, c'est dans tous les genres. Ça va de la production jeunesse à l'animation, au documentaire, aux émissions de type factual, encore qu'aux séries dramatiques. Alors, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Moi, j'espérais que ça ait un peu plus vite, mais je suis confiant qu'on va y arriver. D'accord, parfait. Puis, ce qui m'amène peut-être à ma question. On avait aussi une question, ici, on forme bien sûr des étudiants en production, qui, certains d'entre eux et d'entre elles, seront certainement très intéressés par les laboratoires de talent, les Talent Labs, qui, si mes informations sont bonnes, arrivent à Québec Cinéma en février 2020. Donc, en fait, je me demandais si on pourrait parler de cette... tantôt, on parlait des pitchs de mai 2018, je pense, à laquelle tu faisais référence. Est-ce que... donc, les opportunités, en fait, pour les gens, les personnes en création cinématographique, télévisuelle ou peut-être même en jeux vidéo éventuellement, là, on en parlait tout à l'heure, qui seraient intéressés à venir soumettre un projet auprès de Netflix Canada. Tu l'as mentionné tantôt, on a Frédéric qui est ici de Québec Cinéma, direction de la programmation. Donc, parler un peu de justement ces Talent Labs à Québec Cinéma, les types de profils qui vous intéressent dans la sélection des candidats, parce qu'encore une fois, si mon information est bonne, on parlait de 10 à 20 personnes qui vont être choisies pour ces classes-là. Est-ce que mon chiffre est à peu près bon? Je me suis fiée à une entrevue de Ségolène Rodrère. Mais, moi, je pense que c'est toujours en évolution. En évolution, oui. Mais... Donc, les types de profils. Puis aussi, vous aviez parlé de jeunes talents et de diversité culturelle aussi. Oui. Donc, si vous pourriez un peu si tu pourrais un peu, nous éclairer à ce niveau-là, puis juste nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne pour les étudiantes et étudiants qui souhaiteraient faire partie de ces laboratoires de talent de Netflix. Et je vais faire un pont entre la discussion précédente aussi et celle-ci, juste en disant encore une fois, étant maintenant dans 190 pays, il y a maintenant la majorité de nos membres qui sont à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Donc, c'est sûr pour nous qu'une compagnie privée qui veut continuer à croître et augmenter ses revenus, cette croissance-là va passer davantage par l'international. Et donc, mais compte tenu de la particularité du Québec avec la place de la langue française, je l'inclus là-dedans. Donc, l'importance des contenus nationaux. Donc, le terme qu'on utilise, je le dis avec quand même un petit grain de sel, mais on se définit comme étant glocal. Alors, donc une compagnie globale, mais qui, compte tenu, pour nous, c'est important que nos membres puissent retrouver des contenus qui leur ressemblent. Donc, ça en termes de leur identité culturelle, mais aussi Netflix est une compagnie qui prend très à cœur, autant au niveau à l'interne de notre personnel,
que de ce qu'on présente à l'écran, la diversité et l'inclusion. Donc, qu'on puisse s'y retrouver, peu importe son ethnicité, peu importe son orientation sexuelle, peu importe qu'on soit un homme, une femme, peu importe son âge, etc. On veut être le reflet de la population à travers les contenus qu'on rend disponibles. Donc, c'est vrai au niveau du contenu et c'est vrai au niveau des créateurs avec lesquels on veut s'associer. Représentation. Et cette enveloppe de 25 millions qu'on a mise en place, bien justement, c'est, quand tu disais quel type de créateur, je dirais que c'est surtout pour le moment, au niveau des scénaristes, réalisateurs, réalisatrices et productrices, producteurs, quoique on a d'autres programmes où, par exemple, disons qu'avec, si je prends Wapikoni Mobile, là, on va être ouvert de façon beaucoup plus large, mais généralement, ce sont pour ces postes-là. Mais dans ces programmes-là, peu importe lesquels, on a mis une emphase justement sur les créatrices, les créatrices et créateurs issus des communautés autochtones et les créateurs francophones. Donc, en quelque part, tous nos partenariats ont cette composante, ont cette dimension-là. On ne parle pas de quota, par exemple. Oh non, parle absolument de juste... pas. OK, d'accord. Non, non, absolument pas. D'accord. Donc, mais c'est une intention... C'est une intention et dans certains cas, ça fait partie disons, des règles d'admissibilité de certains de nos... Ça dépend de l'objectif du partenariat. Je veux dire, par exemple, avec l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, on a un programme très spécifique où c'est pour des réalisatrices qui ont peut-être eu une première œuvre et c'est pour avoir un mentorat avec une réalisatrice ou un réalisateur davantage établi. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, l'an dernier avec Christina Wagenbauer, qui a travaillé sur Menteur d'Émile Gaudreault. Et je regarde ma note, Alima Wardari, c'est ça, Alima? Oui, qui a travaillé sur Le rire de Martin Laroche. Donc, ça, c'est un programme qui est très, très, très ciblé, mais il y en a d'autres, comme, disons, avec l'INIS, le programme mixte fiction et documentaire, où, justement, là, on essaie d'encourager que les gens qui postulent soient issus de cette diversité. Voilà. Donc, on a mis en place ces programmes-là pour le moment avec ceux qui sont davantage ciblés pour les créateurs francophones, avec l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, avec l'INIS, avec le NH. Et ça, c'est ceux qui ont déjà des premières cohortes qui ont été soutenus et on en est à un deuxième appel à projet. Et il y en a qui s'en viennent très, très bientôt. Notre premier partenariat avec le Talent Lab du Forum RDM, donc les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui s'en viennent en novembre. Québec Cinéma, qui sera en février 2020. Et aussi un partenariat qu'on a fait avec l'Alliance des producteurs francophones du Canada pour toute la création francophone, mais à l'extérieur du Québec, qui, celui-là, sera opérationnel plutôt au printemps prochain. Parfait. Comment est-ce qu'on soumet une candidature pour les Talent Labs précisément? Bien, nous, on n'administre pas ces programmes. C'est nos partenaires qui les administrent. Donc, c'est vraiment via leur site Web et leur règlement. Nous, notre rôle, essentiellement, c'est d'essayer de contribuer à la notoriété de ces programmes-là, d'en faire la promotion, évidemment d'apporter notre soutien financier, mais aussi, à terme, ce qu'on espère,
c'est que les créateurs qui seront issus de ces programmes-là pourront par la suite être des créateurs qui produiront des œuvres pour Netflix. Et pour le moment, je n'ai pas un exemple précis que je peux vous donner au Québec, mais dans un de nos partenariats au Canada anglais qui s'appelle le Pacific Screenwriting Program, où on a fait une première édition, il y a une scénariste qui a gradué de ce programme-là et qui travaille maintenant dans le Writer's Room d'une de nos séries au Canada anglais. Je pense que ma question, c'est comment est-ce qu'on... Alors, est-ce que ce type de dispositif vise à garantir une certaine innovation dans la production, donc à amener plus loin, par exemple, les questions de représentation dans le cadre d'une stratégie locale, comme on a dit, ou bien, au fond, on est en train d'essayer de produire quelque chose qui doit répondre à l'impératif de l'exportabilité d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si on essaie de garantir la visibilité d'écrivains ou de réalisateurs au niveau local, c'est très bien, clairement, mais est-ce que c'est toujours fait quand même en ayant une conscience très claire des marchés des 182 pays auxquels on doit s'adresser? Donc, quand même, il y a des impératifs d'universalité. Oui, mais je ne sais pas, moi, je vois pas je vois pas de dichotomie là-dedans. Non, pas nécessairement, mais... Entre local et universel. Je trouve souvent que quelque chose qui est tout à fait authentiquement local, c'est en quelque part ce qui voyage le mieux. Moi-même, comme consommateur, parce que je suis un membre de Netflix aussi, je consomme presque exclusivement des contenus dans des langues autres que l'anglais. Alors, je pense que j'ai vu tout ce qui se fait de Scandinaves et de Coréens, etc., sur Netflix. Et en quelque part, c'est pourquoi je suis convaincu que des créations originales québécoises et canadiennes, qui sont vraiment là, qui correspondent à ce que nous sommes profondément, je pense, ont de très, très bonnes chances de connaître un succès à l'international. J'ai une question sur une série que j'ai beaucoup aimée, Sense8, qui, dans la théorie, semble répondre beaucoup à l'impératif du local, parce que c'est vraiment une série qui représente toutes les identités possibles, tous les pays du monde, etc. Mais finalement, on sait que ça n'a pas marché, alors que la communauté des fans a beaucoup réagi, ça existe encore chez les fans. On a ça avec The OA en ce moment aussi. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer les raisons de l'annulation de Sense8? Question d'une fan, je pense. Par rapport à cette idée du d'autre local. De chez Netflix pourrait sans doute, oui, mais moi, honnêtement, je suis trop loin de ce dossier-là. Je ne suis pas en mesure de te répondre, Martha. Je pense que ça s'est fait même avant mon arrivée. Mais c'était... Oui, mais par rapport à l'idée de local, je me suis posé la question, est-ce que... Pourtant, elle avait tous les ingrédients pour être locale. Mais... Je dois te donner la réponse honnête. Je n'ai aucune idée quels sont les motifs derrière l'annulation de cette série. Bref, je m'informerai, je te reviendrai. Merci. Parfait. Si tu veux partir une campagne aussi. Ah non, je pense que c'est fait. Non, c'est bon, mais... on peut effectivement ouvrir... Moi j'ai une question. Combien d'abonnés Netflix dans la salle? C'est pas pire. OK. Donc, merci d'avoir répondu aux questions de Martha et moi. Ça fait plaisir. On ouvrirait à la salle. Si j'ai bien compris, on a des micros un peu partout. Donc, vous pouvez vous lever peut-être. Vous pouvez nommer votre nom et puis poser votre question. Là, on va y aller à main levée. On va essayer de prendre le temps de répondre à vos questions. Oui. Oui, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Hugo. Disney Plus ont annoncé qu'ils voulaient faire en sorte qu'un abonné ne puisse pas partager son compte à plusieurs membres de sa famille ou amis. Est-ce que Netflix va réagir à ça ou ils vont garder le même concept? Pour le moment, moi, je n'ai pas entendu parler d'aucune volonté de modifier notre approche, là. C'est sûr que
on n'encourage pas non plus le partage de comptes avec la famille élargie et les colocs, etc. Mais le compte familial qui permet, je pense, jusqu'à 4 abonnements, là, je ne pense pas qu'on modifie ça à court terme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Donc, à la lumière de ce qu'on disait tantôt par rapport à diversifier l'offre, Christopher, bonjour. Bonjour. Donc, diversifier l'offre puis être en compétition aussi avec les jeux, avec le streaming, YouTube, etc. Est-ce qu'il y a une pensée chez Netflix pour étendre l'offre jusqu'à du streaming en direct, des streamers ou même quelque chose comme Google Stadia, donc du streaming de jeux, donc d'aller chercher dans d'autres types de médias? Je dirais à court terme, la réponse simple, c'est non. Même qu'au niveau du jeu vidéo, comme je dis, l'incursion se fait de façon très, très graduelle. Pour le moment, on ne produit absolument rien à l'interne. C'est vraiment juste chez des tiers. Mais c'est quelque chose qu'on va continuer à surveiller. Je dirais que, en termes pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on va toujours être soucieux aussi d'offrir cette même qualité en termes d'expérience utilisateur. Ce qui veut dire que, par exemple, je sais que ce n'est pas ta question, mais si on parle de contenu immersif, que ce soit de la réalité virtuelle ou augmentée, tant qu'il va y avoir l'entremise d'un casque, et tout ça crée des défis d'ingénierie assez complexes, que je ne serais pas, moi, je ne suis pas un expert là-dessus, là, mais qui vont faire en sorte que si on se lance dans ces créneaux-là, on va le faire quand on va être confiant de pouvoir offrir cette même qualité d'expérience utilisateur, je dirais. Oui. Louis, bonjour. Alors, en fait, je me demandais, par rapport au travail et à la relation qu'a Netflix avec les productions et surtout les créateurs indépendants, en soi, on a vu, notamment au travers par exemple, moi je pense, le dernier exemple qui me vient, c'est les rassemblements de courts-métrages qu'on a pu voir avec Death, Love and Robots. Je sais Oui. plus exactement. Love, Death and Love, Robots. Death and Robots. Et je me demandais quelle était vraiment la relation et les intentions de Netflix par rapport à la production indépendante, ou alors parce que c'est quelque chose qui peut sembler un peu surprenant au premier abord, vu que vous êtes une plateforme qui est assez qui est extrêmement large. On s'attendrait plus à ce que vous dirigez plus vers les grosses productions. Pourquoi tant de proximité avec les productions? Merci de cette question. C'est un excellent point, d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner. Je dirais que c'est à la fois un choix créatif et pour des considérations commerciales aussi, parce qu'il y a des auditoires importants pour ces types de contenus. Donc, oui, Netflix va faire davantage, de plus en plus de contenu format court, que ce soit en animation ou en live. Des séries comme Bonding récemment qu'on a fait et d'autres qui sont des épisodes de 15 minutes parce que ça permet, entre autres, aux gens qui souhaitent le faire de regarder ça dans le métro, dans l'autobus. Il y a vraiment une demande pour ces types de contenus et donc on va continuer. En termes d'animation spécifiquement, on a des ambitions de devenir un acteur incontournable en animation. Et ça va passer autant par le long métrage d'animation que des courts métrages, que des films plus expérimentaux, que l'animé même, où on fait des investissements importants au Japon en ce moment. Donc, ouais, je pense vous allez en voir d'autres. Il y aura des suites. Une question en deux parties. Vous avez beaucoup mentionné que Netflix se conforme à la réglementation, que ce soit par rapport aux taxes, que ce soit par rapport à la diffusion. Est-ce que vous pensez que la compagnie actuellement fait face à une impasse par rapport aux restrictions imposées par la sélection officielle de Cannes? Et est-ce que
ces restrictions-là, selon vous, pourraient éventuellement mener des réalisateurs et des réalisatrices à refuser de travailler avec Netflix, vu que ça leur empêcherait de voir leur film à Cannes en compétition? Ben là, il y a deux choses, là, parce que le début de la question parlait de législation et de réglementation, donc en termes donc, de ce qui est mis en place et voté par des gouvernements. Là, vous me parlez des règlements d'un festival. Là. Oui, c'est ça. Bon. Donc, je ne suis pas un expert là, sur toute la question cannoise. J'aimerais bien que ma collègue française soit ici avec moi. Mais comme je vous dis, on essaie de trouver des terrains d'entente avec certains festivals. Est-ce que certains créateurs pourraient refuser de travailler avec nous s'ils tiennent absolument à avoir une sortie à Cannes? C'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de cas ou d'artistes que je connais qui aient évoqué ça jusqu'à présent? Mais est-ce une possibilité? Oui. Je ne sais pas vraiment ce que je peux ajouter à cette question-là. C'est un dossier épineux. On essaie de le régler à la satisfaction des deux parties. Mais... Bonjour, Marc-André. Oui. Avez-vous le sentiment que Netflix sert bien le cinéma d'auteur? Je vais vous dire pourquoi je pose la question. Ah, bon, d'accord. Ben, moi, je pense que ma réponse ne vous surprendra pas. Moi, je dis oui. En ce sens qu'en quelque part, je pense que même pour le cinéma d'auteur, les auteurs souhaitent que leurs œuvres soient vues. Et nous, on travaille de plus en plus, on a l'opportunité d'attirer de plus en plus de réalisateurs de renom. Et en quelque part, je pense que là, avec ce qui s'en vient, entre autres, avec The Irishman, et ça revient à la question que me posait précédemment Martha, ou si on est en mesure de partager davantage d'informations avec ses créateurs. Je pense que c'est à leur avantage et au nôtre aussi. Là. Clairement, il y a toujours des... C'est pas ce qu'on souhaite, mais il y a toujours aussi des gens qui s'abonnent à Netflix pour 1 mois, 2 mois, parce qu'ils veulent regarder une série donnée, un film télé ou un film donné et qui se désabonnent. Nous, on souhaite avoir une offre qui fait en sorte que les gens voudront rester avec nous et d'avoir des cinéastes de renom, certainement pour moi, comme consommateur. C'est quelque chose qui fait en sorte que je veux maintenir mon abonnement. Ouais. Je vous pose la question parce que je me suis rendu compte à la sortie de Roma que finalement, c'est un film qui s'adresse à 2 publics complètement différents et que le public de Netflix n'est pas celui qui va aller voir le film en salle, par exemple. Le nombre de courriels que j'ai reçus de gens qui m'ont demandé comment ça se fait que je trouvais ce film-là si extraordinaire, alors qu'eux, ils ont abandonné au bout de 10 minutes. C'est là que je me suis rendu compte qu'on ne s'adressait pas au même public du tout. Ben, avec respect, je ne suis pas convaincu que je suis entièrement d'accord avec vous parce que il y a peut-être des gens qui n'ont pas communiqué avec vous, qui sont membres de Netflix, qui ont absolument adoré Roma. Et en tout cas, moi, je sais que, en ce qui me concerne, c'est le cas. Et je pense que l'un n'exclut pas l'autre non plus. Non, mais exactement. Moi, j'ai pu voir Roma en salle au festival de films à Whistler. Et je l'ai tellement aimé que je l'ai regardé une seconde fois chez moi. Et je n'ai pas moins aimé le film parce que j'étais dans le confort de mon salon que dans une salle de cinéma. Pensez-vous que l'impasse, parce que je sais, corrigez-moi si je fais erreur, mais par exemple pour The Irishman, je sais que Netflix a fait des négociations avec les grandes chaînes d'exploitation américaines pour essayer de trouver un terrain d'entente parce que Martin Scorsese aurait voulu une sortie normale pour son film. Or, ça n'est pas le cas.
Est-ce que ça, c'était le gros test avec The Irishman, par exemple? Au risque d'être banal, je vais juste vous réitérer ce que j'ai dit précédemment. Là. Moi, je ne suis pas en mesure, d'ailleurs, de vous infirmer ou de confirmer ou d'infirmer si ces discussions-là que vous mentionnez ont eu lieu. Ça, c'est peut-être genre Ted Sarandos ou Scott Stuber dans nos équipes, dans la direction de nos équipes de films à Los Angeles qui auraient eu ces discussions-là. Et je n'ai certainement pas été impliqué là-dedans. Mais je réitère que ces discussions-là sont en cours et évoluent. Je pense qu'en quelque part, on reconnaît qu'il y a aussi un appétit de certains de nos membres et de cinéastes pour voir des films en salle. Jusqu'où on va aller de ce côté-là, je suis malheureusement pas en mesure de vous le dire là, avec plus de certitude que ça aujourd'hui. Moi, j'ai une question, je vais rapide. La différenciation entre cinéma et série, est-ce que c'est quelque chose d'assumé, de voulu? Parce que, bon, bien sûr, on a des catégories, on peut chercher séries télé, films, mais est-ce qu'il y a une position sur... est-ce qu'il faut qu'on ait beaucoup de séries? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que le cinéma est plus important que les séries ou est-ce que ce n'est pas considéré comme deux choses différentes, au fond? Bien, c'est considéré comme deux choses différentes de par le fait que c'est des personnes au niveau de l'acquisition des contenus qui ont des parcours et des expertises distinctes. Mais en quelque part, non, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre pour nous, parce qu'encore une fois, ce qui importe, c'est d'offrir une diversité de contenu qui plaît à l'ensemble de nos membres. Donc, non, il n'y a pas de volonté de faire moins de séries pour faire plus de films ou vice-versa. Dans la mesure où vous avez été quand même les premiers avec House of Cards à téléverser une série complète la même journée, c'est une question peut-être un tout petit peu naïve, mais tantôt vous parlez de télé-réalité. C'est sûr qu'un modèle, bon, peut-être avec Bear Grylls, ça pourrait être téléversé aussi toute la saison également dans ce modèle-là. Mais est-ce qu'on peut imaginer peut-être un jour à Netflix une formule plus linéaire de diffusion de la télé? Ou on va toujours y aller? Oui, épisode par semaine, ça se pourrait. Est-ce que ce serait possible? Je ne dis pas que ce serait impossible, mais pour le moment... C'est pas dans les plans? Non. Ça a même été évoqué récemment suite... j'essaie de me souvenir si... suite à l'annonce du lancement d'une autre chaîne, mais d'une autre plateforme de vidéos sur demande. Je ne me souviens plus c'était laquelle. Pour le moment, nous... Parce qu'ici, on continue vous parlez de la particularité du Québec et tout ça. On voit que, encore une fois, avec District 31, le modèle linéaire marche très, 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 très fort aussi. Absolument, donc, je me posais cette question-là un et peu... honnêtement, on souhaite qu'il va continuer à avoir autant de succès. Nous, on reconnaît tout à fait qu'il faut qu'il y ait un écosystème local qui est en santé. Là. Loin de nous de penser que si les codes d'écoute baissent du côté des télé-généralistes ou spécialisés, c'est un plus pour Netflix. Oh non, je voulais plutôt dire que ce mode de visionnement-là pour les spectateurs, spectatrices québécoises fonctionne encore très, très fort. De rendez-vous télévisuels à chaque soir. C'est vrai. Donc, je me demandais peut-être que ça pourrait être un essai, mais je comprends un peu la folerie de ma question. Mais... Non, mais c'est juste là-dessus, je pense qu'il faut regarder aussi en termes de démographie. Et je n'ai pas les chiffres, disons, par rapport à l'âge moyen des téléspectateurs de Radio-Canada ou encore plus spécifiquement District 31. Il doit y avoir une certaine diversité, entre autres, vu que, comme tu le dis, elle a gagné le prix du public au Gémeaux. Ouais. Mais je pense qu'on peut s'entendre, on peut dire avec relative certitude que l'auditoire moyen de Radio-Canada est plus âgé que l'auditoire moyen de Netflix. D'accord. Isabelle?
Oui, bonjour. Bien, merci beaucoup d'être venu Plaisir. à notre université, puis merci d'avoir organisé ça. Je voudrais revenir au contenu, puis à la production, puis surtout à la phase de développement. Donc, quand vous travaillez avec les scénaristes, les réalisateurs, est-ce que vous travaillez à la manière d'une boîte de production de petite taille, moyenne taille, grande taille? Est-ce qu'il y a beaucoup de, comment dire, d'implication de la part de l'équipe au contenu? Je sais bien que vous n'êtes pas au contenu, mais je serais curieuse d'entendre ça parce qu'on a beaucoup d'étudiants ici qui sont des jeunes scénaristes, réalisateurs, tout ça. Donc, ça m'intéresse de savoir comment Netflix supervise ou s'implique ou pas dans le développement. Il n'y a pas de réponse unique à votre question, parce que je pense que c'est une approche qui est différente tout à fait par territoire aussi. Mais ce que je peux me permettre de vous dire, de ce que moi j'ai eu comme rétroaction de la part de producteurs indépendants du Québec, mais surtout du Canada, vu qu'on a fait plus de production au Canada anglais, c'est qu'on est prêt à prendre davantage de risques et qu'on laisse davantage d'espace de liberté aux créateurs et on fait beaucoup moins de ce qui s'appelle dans l'industrie des notes. Bien, c'est ça ma question. Beaucoup moins qu'avec nous, que ce à quoi les producteurs indépendants sont habitués avec les télédiffuseurs canadiens. Pardon. Cela dit, il y a aussi différents cas de figure, en ce sens que dans certains cas, on va s'impliquer en développement et dans d'autres cas, carrément, on ne s'impliquera pas du tout au niveau du développement et ça va tout simplement être une décision qui va être prise sur la base disons, d'un démo de 15 minutes ou d'un premier épisode qui aura déjà été tourné, un genre de pilote. Donc ça varie aussi là, de ce côté-là. Je vais poser une deuxième question. C'est par rapport c'est une question qui serait plus ou moins en deux temps. C'est quand je me réfère à ce qui s'est passé, à votre implication par rapport, comme vous le parliez tout à l'heure, avec votre implication dans l'industrie de l'animation japonaise, ou vos investissements au Japon. Je me rappelle ça fait maintenant 1 ou 2 ans, je crois, avec la sortie de Devil May Cry Baby et Violet Evergarden, qui étaient des animés qui ont fait pas mal de bruit, du moins à l'époque quand ils sont sortis, notamment par les partenariats que vous avez faits avec notamment Kyoto Animation pour Violet Evergarden. Et ça a fait pas mal de bruit dans l'industrie. On a commencé à considérer Netflix comme un nouvel acteur au sein de l'industrie de l'animation au Japon. Et je me demandais c'était quoi votre rapport par rapport à ça. Est-ce que c'est une intention réfléchie de Netflix de se poser comme un acteur conséquent, une alternative au studio plus traditionnel? Et la deuxième partie de ma question, c'est si oui, est-ce qu'on pourrait envisager la même chose avec l'industrie du cinéma québécois? C'est un peu long. Excusez-moi. Non, c'est juste encore une fois, j'écoutais attentivement votre question, mais vous comprendrez encore une fois que je suis directeur des politiques publiques pour le Canada, pas le Japon. Donc, l'écosystème japonais, je ne le connais pas finement. Donc, je peux dire qu'à Toronto récemment, entre autres, j'y étais pas à ce moment-là, mais on m'a dit que l'un des représentants de la plateforme Crunchyroll, qui, semble-t-il, met beaucoup d'emphase sur l'animé, avait certaines inquiétudes par rapport à notre arrivée dans le marché. Mais encore une fois, est-ce que l'effet sera... Nous, on espère que l'effet sera bénéfique, d'une part en offrant davantage de possibilités aux créateurs d'animer et d'autre part en essayant de démocratiser et de rendre cette forme de création-là disponible à davantage de fans à travers le monde. Donc, c'est des réponses, je le sais, là, qui est vraiment très, très générale,
mais honnêtement, je suis pas un expert du marché japonais, là. Alors, et là, vous dites votre deuxième partie de question, vous pouvez la préciser quand vous dites « et à ce moment-là pour la cinématographie québécoise ». En soi, si je peux vous demander, est-ce que vous avez, vous souhaitez rester une société qui produit du global, même avec une représentation locale comme vous avez parlé, ou est-ce qu'il y a une volonté de Netflix de s'imposer véritablement dans les pays où elle vend un grand nombre d'abonnements pour devenir une sorte de véritable alternative aux réalisateurs, aux créateurs qui veulent faire de la production dans leur pays? Non, on veut certainement pas se positionner comme alternative. Ce qu'on souhaite, c'est travailler avec une multitude de scénaristes, de réalisateurs sur des œuvres d'une grande diversité. Donc, que ce soit encore une fois séries, longs métrages, courts métrages, dans tous les genres, et une diversité aussi de sujets, encore une fois, tout simplement pour être le reflet de notre membership, là. Donc, non, nous, on cherche à s'allier à ce qu'il y a de meilleur dans les différents écosystèmes où on est présent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oh, OK. Puis on va vers vous après. Salut. Allô, ça va? Ça va bien, merci. J'avais une question pour toi. Au Ouais. niveau des pitchs Oui. et du processus décisionnel, déclenchement des projets, tout ça, ça se fait toujours à Los Angeles ou est-ce que vous avez des ressources au Canada maintenant à qui les producteurs s'adressent ou pourraient s'adresser? Pas encore. En ce qui concerne des journées de pitch, là, comme on a fait en mai 2018, si on s'est engagé à en faire d'autres, c'est sûr que moi, je vais privilégier qu'on les fasse de façon plus ciblée, parce que la dernière fois, c'était télé, long métrage, œuvre en développement, œuvre en pré-prod, catalogue, etc. Donc, je pense que le chiffre, enfin, je sais que mes collègues ont reçu des milliers de pitchs en 36 heures. On va essayer de faire ça un peu plus ciblé, peut-être dans des événements, festivals, marchés, etc. Mais sinon, c'est sûr que oui, les décideurs sont principalement à Los Angeles pour les contenus en anglais et à Amsterdam pour les contenus qui ne sont pas en anglais. C'est notre hub européen. On a presque 500 personnes maintenant à Amsterdam. Et moi, ce que j'essaie de faire, même si formellement ça ne fait pas partie de mon rôle et que je suis encore le seul ici au Canada, c'est d'aiguiller les gens vers les bons décideurs au niveau du contenu, parce qu'encore une fois, qu'on soit en documentaire, en animation, en preschool, il y a des centaines de décideurs de contenu chez nous et il faut être en mesure de trouver le bon interlocuteur. Sinon, mais je sais que ce n'est pas le cas pour la majorité des gens, c'est passer pour ceux qui en ont par des agents. Voilà. On avait une question. J'ai peut-être une question un peu plus politique, mais si jamais après les élections, il y a un changement dans le gouvernement, est-ce que ça va affecter la façon de fonctionner Netflix? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. Merci. Non, je ne crois pas que ça va du tout changer la stratégie de la boîte. C'est plutôt à voir qu'il y a un processus qui a été mis en place par le gouvernement actuel, là, de confier à un groupe d'experts la formulation la rédaction d'un rapport et la formulation de recommandations, ce qui sera fait en janvier 2020. Il faudra voir avec le gouvernement qui est en place à ce moment-là quelle suite ils voudront donner à ce rapport. Mais nous, ça ne changera pas du tout notre stratégie d'affaires ou nos engagements en vertu, et je reviens à la case départ quand je vous parlais de notre entente en vertu de la loi sur Investissement Canada. C'est une entente sur 5 ans. Donc, nous, on a pris des engagements
jusqu'en 2022. Et peu importe qui sera le prochain gouvernement, on va honorer ces engagements-là, c'est sûr. Oui, bonjour, Pierre. J'étais peut-être passé à côté, mais j'étais curieux de savoir quelles étaient les initiatives qui étaient prises par rapport au développement vis-à-vis de la réalité virtuelle, des films immersifs, etc. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'implications dans les Talent Lab, etc., notamment à RIDM et aux rencontres de Québec Cinéma. Mais pour ces films, j'ai pas tant entendu beaucoup de choses sur ce support, donc je voulais savoir s'il y avait des choses. On est vraiment toujours au tout début, là. Je dirais encore plus timide en ce qui concerne le jeu vidéo, les contenus interactifs. Pour les raisons que j'évoquais précédemment, c'est que dès qu'on parle de contenu immersif, on parle forcément d'un appareil, que ce soit un casque de VR ou des lunettes de réalité augmentée, ce qui crée des défis technologiques supplémentaires. Mais encore une fois, en travaillant de concert avec des tierces parties, encore là, on a octroyé des licences sur certaines de nos propriétés intellectuelles. Et il y aura, par exemple, ou il y a déjà des contenus immersifs liés à Stranger Things, par exemple. Et je pense qu'on va justement suivre l'évolution de l'engouement, d'une part de l'engouement pour ces contenus-là et d'autre part, essayer de résoudre les défis technologiques, mais je pense qu'ils sont considérables et que ça va quand même prendre plusieurs mois si on décide de se lancer là-dedans avant qu'on le fasse de façon marquée, là. Mais il y a un intérêt. J'avais une question pour ce qui était des Talent Labs et des fonds avec l'École nationale de l'humour ou avec l'UNIS. Est-ce que ceux qui décident, puis les décideurs au niveau du contenu de ces fonds-là, c'est uniquement, exemple, l'UNIS ou l'École nationale de l'humour, ou Netflix va aussi regarder le contenu et a son mot à dire dans les projets qui vont être choisis de développer, tout ça? On ne garde aucun droit de regard. On laisse ça à l'entière discrétion de nos partenaires. Oui. De la même façon que les projets qui seraient issus de ces programmes-là, on n'a pas de droit de premier refus non plus. Si les gens veulent nous les pitcher, tant mieux. S'ils souhaitent les pitcher à d'autres plateformes de vidéos sur demande ou à des diffuseurs traditionnels, sont en mesure de le faire également. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a une volonté chez Netflix d'emboîter le pas à d'autres organismes comme la SODEC ou Téléfilm ou même l'Office national du film pour la parité dans les financements des sommes investies au Québec? Je parle de la parité homme-femme. Bien, comme je le disais précédemment, il n'y a pas disons qu'on n'a pas annoncé de cible sur une période de temps déterminée, mais je peux vous dire que c'est vraiment une priorité à l'interne. On a même embauché cette année, pardonnez-moi, son titre est en anglais, mais Vice President of Inclusion Strategy. Et comme je vous dis, la parité genre, homme-femme, en fait partie, mais on regarde aussi ça de façon beaucoup plus large, comme je le disais précédemment, en termes de s'assurer qu'il y ait représentativité en fonction de différents critères, comme je disais, d'ethnicité, d'orientation sexuelle, etc. Oui, une main au milieu. Ben, un peu dans la même veine. Vous avez parlé que Netflix avait des ententes un peu plus spécifiques avec, par exemple, Wapikoni Mobile. Quel genre d'intérêt ils ont envers les Premières Nations canadiennes, puis sur le territoire québécois aussi? Bien, justement, c'est que nous, on croit qu'il y a un potentiel de storytelling absolument très, très riche de ce côté-là, avec une culture qui est millénaire et qui a eu
jusqu'à présent, je dirais peut-être pas la place qui lui revient en termes de notre cinématographie nationale. Et si on peut contribuer à faire en sorte que cette situation-là et que ces créateurs-là trouvent davantage de public, autant ici qu'à l'international, c'est quelque chose qu'on veut absolument appuyer. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des partenariats non seulement avec Wapikoni, ici au Québec, mais avec le Bureau des productions autochtones, ou en anglais le Indigenous Screen Office, qui a été créé il y a à peu près 18 mois. Donc, on a un partenariat avec eux, et aussi un autre avec le Festival de films Imaginative à Toronto, qui existe depuis de nombreuses années, avec lequel on s'est associé pour essayer d'amplifier certaines de leurs initiatives existantes, pour leur donner davantage de moyens, et aussi pour eux de pouvoir en créer de nouvelles. Donc, je sais qu'on est déjà en train de regarder un certain nombre de projets qui sont issus de créateurs autochtones. J'ai peut-être une question aussi. On parlait de 2022. Oui. C'est une grande compagnie. Vous pensez certainement plus loin que ces années 2022. Mm-hmm. On a l'intention est aussi de continuer. Envisagez-vous de renouveler cette entente-là pour un autre 5... Là, je le sais qu'on en extrapole, mais certainement un désir, de parler de comment vous, en tant que directeur des politiques publiques, vous imaginez la place de Netflix après 2022, par exemple, Netflix Canada. Ben, Quelles sont les ambitions? Oui, j'ai l'ambition d'encore avoir un boulot. Donc, je vois plus loin que 2022. Oui. Ouais. Mais sans blague, si on est au Canada et au Québec, c'est pour un ensemble de raisons, mais c'est l'excellence du bassin de création, l'excellence des infrastructures de production, des équipes de tournage, la diversité des lieux de tournage, un environnement qui est stable et prévisible, on n'ira pas aussi les incitatifs fiscaux, quoique c'est pas ça qui est le facteur numéro 1 de loin, mais c'est là aussi. Donc, je ne vois pas ces conditions-là changer, et je pense que le Canada va, malgré qu'on va sensiblement augmenter notre production dans d'autres territoires, si je pourrais dire comme le plus évident qui me vient à l'esprit, c'est l'Inde, où on a un bassin potentiel d'à peu près 1 milliard de membres supplémentaires. Donc, c'est sûr qu'on va créer de plus en plus de contenu indien, mais on va rester au Canada. Là. Je ne vois pas le Canada passer de 2e, 3e à 20e centre de production. Mais la façon qu'on le fera, là, c'est ça qui est le nerf de la guerre, parce que pour revenir à la question de monsieur un peu précédemment, bien, tout ça dépendra des résultats de la révision sur la loi de la radiodiffusion et des télécommunications, et s'il y a des obligations réglementaires qui sont imposées ou non, ou si on peut continuer à travers, d'ailleurs, le CRTC l'a même évoqué comme possibilité, des ententes davantage flexibles avec certains joueurs ou certaines catégories de joueurs. Donc, on verra ce qui sera retenu et on s'ajustera en conséquence, mais je ne pense pas du tout qu'on va se désengager d'aucune façon. Moi, je pense que même on va continuer à augmenter notre production ici, d'après moi. Merci beaucoup, Merci à Stéphane. vous. Merci.